Au bout de 3 mois, j'ai décidé de déposer mon préavis. Paris, c'est le double, c'est environ 4 000 € par mois. Je dirais que ça représentait à ce moment-là 75% de mon chiffre d'affaires. Je suis lancée 3 fois et ensuite, si on l'a pas, c'est terminé. Le plus difficile, honnêtement, c'est celui pour rentrer à l'école des avocats. Alors, je lui conseillerais de faire pas mal de stages en cabinet d'avocats. Je suis appelée à peu près tous les 2 mois pour défendre ces personnes. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs, ici présente, qui est avocate et qui a 29 ans seulement. Pourtant elle est déjà super expérimentée, elle est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de ses débuts, des échecs qu'elle a pu rencontrer et plus largement de son activité professionnelle. Donc Anaïs, je vais te laisser te présenter si tu veux bien pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci. Alors, je suis Anaïs, je suis avocate au barreau de Montpellier depuis maintenant 3 ans. J'ai travaillé pour un cabinet d'avocats pendant 3 mois et j'ai décidé de monter mon propre cabinet qui est situé à Lens. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à devenir avocate? À quel moment tu t'es dit que tu as envie de devenir avocate? Alors, honnêtement, c'est au fur et à mesure de mes études. Je ne voulais pas être spécialement avocate quand j'étais enfant. C'est vraiment au fur et à mesure de mes études de droit que je me suis destinée vers cette profession. Également en faisant des stages tout au long de mon cursus, j'ai pu voir que ce métier ne me correspondait pas. Par exemple, le métier de magistrat, j'ai moins apprécié que le métier d'avocat. T'es tournée vers le métier en te disant que tu pourrais aider les autres peut-être? Oui, exactement. C'est le fait de pouvoir défendre les autres, de ce côté où on rend service à l'autre personne et où on a des personnes en situation de détresse, mais on va pouvoir leur apporter une réponse et en tout cas trouver une solution. Tu dois être à fond dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Oui, quand on fait ce métier, il faut avoir de l'empathie. C'est un métier qui est très humain, donc il faut savoir écouter son client, il faut savoir aussi parfois le conseiller. C'est des personnes qui sont souvent dans des situations de détresse, parce que quand on va voir un avocat en général, voilà, c'est qu'on a un problème. Et donc il faut savoir aussi les rassurer parfois et leur donner une certaine méthodologie ou stratégie pour du coup atteindre ce qu'ils souhaitent, enfin leur objectif dans leur problématique. C'est intéressant. Bon, on va revenir sur les dossiers dont tu t'occupes. Mais avant ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as commencé aussi. Tu fais tes études de droit, tu réussis le concours et ensuite, comment ça se passe? Alors, une fois qu'on a réussi le concours pour rentrer à l'école des avocats, il y a 18 mois de formation à l'école des avocats, donc il y en a plusieurs. Moi, j'ai fait celle de Montpellier. Ok. Et ensuite, on passe du coup le CAPA qui est le barreau. Ok. Donc, en fait, au final, il y a 2 examens. Un pour rentrer à l'école et un pour sortir de l'école. Ok. Le plus difficile, honnêtement, c'est celui pour rentrer à l'école des avocats. C'est là où il y a le plus de personnes qui échouent. Et on peut passer ce diplôme que 3 fois. On peut se présenter 3 fois et ensuite si on l'a pas, c'est terminé. Et quoi si tu l'as pas après? La 4e fois? Eh bien, très bonne question. Je pense qu'il faut se reconvertir dans un autre métier, voilà. C'est dur quand même, tu fais 5 ans d'études et Ouais, tu l'as pas. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, après, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour la personne Peut-être aussi, effectivement. et qu'elle sera meilleure dans une autre profession, un autre domaine. Donc, bon, des fois, c'est un mal pour un bien. Totalement. Et du coup, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu rejoins le premier cabinet d'avocats. Oui. Tu travailles pour quelqu'un? Comment ça se passe? Exactement, j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 3 mois. Seulement, c'est que je ne me suis pas retrouvée dans la collaboration. Ça s'appelle une collaboration, c'est-à-dire que je garde le statut d'indépendant. Je ne suis pas salariée, mais il y a quand même cette dépendance économique où je travaille pour quelqu'un. Bien sûr. Honnêtement, c'était pas mon objectif de base. Enfin, moi, j'ai toujours eu pour projet d'être indépendante et du coup d'avoir mon propre cabinet. J'ai travaillé pour quelqu'un au début parce que bon, voilà, on démarre, on ne sait pas trop comment faire, vers qui se tourner, etc. Donc je me suis dit j'avais trouvé quelque chose.
c'était dans la suite de... J'avais fait un stage chez cette personne. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas continuer à travailler là-bas. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé, je ne me suis pas retrouvée dans cette forme d'exercice-là. Et donc au bout de 3 mois, j'ai décidé de déposer mon préavis, parce qu'on a un préavis de 3 mois. Ah. Et j'ai décidé de déposer mon préavis. Et donc l'été 2023, je me suis montée à mon compte en plein été. Très rapidement au final, hein. Très rapidement, oui. En 3 mois, tu te sentais déjà apte à te lancer en tant disons qu'indépendante? que quand on est quelque part où on ne se sent pas à sa place, enfin on ne se retrouve pas, je me suis dit je n'ai pas fait tant d'années d'études pour au final faire quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas, je ne suis pas pleinement épanouie. Et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte et je me suis dit que bon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, donc je vais le tenter. Si jamais ça marche pas, il y a toujours moyen de faire machine arrière, de travailler pour quelqu'un, de sous-traiter. Il y a tellement d'options que je me suis dit, bon, au pire des cas, si ça marche pas, tu peux faire un mi-temps pour quelqu'un, quelque chose temps partiel. C'est assez audacieux de ta part aussi de partir comme ça à l'aventure en quelque sorte. Hein. Oui. Tu sors des études, enfin certes, tu as fait 3 mois dans un cabinet, mais... Je reconnais que bon, c'est quand même difficile de se lancer à son compte si rapidement. Mais au final, je regrette pas. Enfin, honnêtement, si c'était à refaire, je le referais. Et je l'aurais même fait dès le départ. Dès le départ? Ouais. Sans la case Sans cabinet. La case cabinet. Tu penses que tu aurais pu trouver des clients comme ça? Comment montrer à tes clients que tu as de la légitimité si tu n'es pas passé dans un cabinet avant, tu vois? Que tu n'as pas fait quelques dossiers peut-être pour quelqu'un? Alors, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de se faire une clientèle, ça c'est certain. Après, moi j'ai la chance d'avoir un compte Instagram avec pas mal d'abonnés. Et dès le départ, j'étais quand même assez sollicitée par mes abonnés Instagram sur différents dossiers, notamment, principalement en droit du travail, qui est quand même ma formation universitaire de base, hein, le droit du travail. Et donc j'ai commencé comme ça à prendre mes clients du coup par Instagram. Je dirais que ça représentait à ce moment-là 75% de mon chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Et également ensuite je me suis formée donc, sur d'autres matières et j'ai intégré des permanences, notamment la permanence étranger, où du coup je suis commis d'office et je suis appelée à peu près tous les 2 mois pour défendre ces personnes. C'est fou ça. Oui. Et du coup, les clients qui te contactent via Instagram, c'est des personnes qui viennent d'où? Est-ce que c'est forcément des personnes qui résident en France ou tu as des personnes qui viennent finalement des 4 coins du monde? Alors c'est principalement des personnes qui résident en France. J'ai très peu de personnes qui sont à l'étranger qui m'aient contacté. Et c'est des personnes, je dirais, qui sont dans la région. Ok. Et je suis en train de me poser une question là tout de suite. Admettons que moi je suis en Martinique et que j'ai besoin de faire appel à tes services. Est-ce que c'est possible de faire... Oui, j'interviens vraiment dans toute la France, y compris les dom-tom. Donc il n'y a pas de difficulté pour prendre un dossier en Martinique, ou même à La Réunion. Tant que c'est sur le territoire français? Tant que c'est sur le territoire français. Ok, d'accord. Si je suis en Australie demain, c'est plus possible quoi. Voilà, ça va devenir un peu plus compliqué. Je suppose que la législation n'est peut-être pas la même. Ouais. Oui, okay. voilà. Est-ce que tu as un code pénal du coup pour chaque État ou comment ça se passe? Oui, alors nous on a un code pénal, celui qu'on connaît, le code pénal français, mais c'est vrai que chaque État a sa propre législation avec ses propres codes. Donc nous c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec des codes. Mais par exemple, si on prend le régime aux États-Unis, ils ne fonctionnent pas pareil. Eux, ils fonctionnent avec le système qu'ils appellent le précédent. C'est tout ce qui est du coup décision de justice qui fait la loi. Et en quoi ça du coup, la décision de justice qui fait la loi? C'est les juges du coup qui, en rendant des décisions de justice, créent ce qu'on appelle une jurisprudence et donc une règle de droit. Or, en France, nous, on utilise la jurisprudence, mais quand même, le premier point, c'est la loi qui est inscrite du coup en général dans le code pénal ou le code de commerce. Je suis en train de me demander aussi, puisqu'on parlait de tes débuts, comment tu fais au moment où tu te lances à ton compte?
comment tu t'organises? Est-ce que tu mets en place un fonctionnement? Est-ce que tu investis de l'argent dans un local pour pouvoir gérer ton activité? Comment tu fais? Alors, bon, quand je me suis lancée, comme c'était sur un coup de tête, honnêtement, je n'avais pas de business plan, mais j'avais quand même quelques sommes de côté. Après, honnêtement, j'ai pris un loyer, j'étais obligée de prendre un bureau parce que on ne peut pas bosser que de chez soi, il faut avoir une domiciliation. Donc j'ai cherché un bureau en limitant le plus possible les coûts. Et ensuite, oui, effectivement, au tout début, j'étais pas rentable parce qu'il faut le temps que les dossiers rentrent, qu'il y a un roulement en fait. Donc j'étais plutôt en perte au début, mais comme je donnais des cours à côté en tant que chargée TD à Lyon, ça me permettait d'avoir un complément de revenus et du coup de pouvoir payer mes charges. En tout cas, j'ai toujours pu payer mes charges, j'ai pas eu de difficulté là-dessus. Et on est souvent, ce qu'on me dit quand on veut se lancer, c'est tout ce qui est difficultés financières, comment je vais faire pour payer mon loyer, pour être rentable, etc. Et je dirais que c'est souvent de la peur qu'on a, parce qu'en réalité, par rapport aux sommes qui sont versées en tant que collaborateur, honnêtement, en moins de 6 mois, j'ai été rentable par rapport à ma collaboration, ce qu'on me payait en collaboration. D'accord, ah oui. Donc voilà, c'est assez rentable. Après, ça dépend aussi de chacun et de sa capacité à vouloir s'ouvrir à d'autres domaines. C'est vrai que moi, voilà, je n'ai pas de salarié, je fais tout moi-même, donc ça permet de limiter les coûts aussi. Effectivement, tu réduis tes charges de cette façon-là, quitte à recruter plus tard par exemple. Au-delà du local, sur quoi tu as eu à investir aussi? Tu t'achètes un ordi, un véhicule de fonction ou... Je me demande quelles sont finalement les dépenses pour démarrer en tant qu'avocate. Les remettre de papier, oui, je suppose. Voilà, alors c'est surtout, je loue une imprimante avec une autre avocate. Donc voilà, ça c'est en commun, mais c'est vrai que je loue donc l'imprimante, l'encre, le papier, ce qui est quand même assez coûteux. On se rend pas compte, mais au fur et à mesure des dossiers, je pense que ça va faire un petit prix. Oui, exactement. Surtout qu'on est encore à l'ère du papier, principalement au tribunal. Donc c'est vrai que ça coûte cher quand on doit imprimer plusieurs dossiers, etc. C'est assez coûteux. Et ensuite, un bureau, un ordinateur, une armoire qui ferme à clé pour ranger ses dossiers. Et voilà, on est apte à travailler. Si tu devais budgétiser tout ça, ça revient à combien environ Le local d'imprimante, je dirais qu'il faut à peu près compter 500 € par mois. Ça va, c'est pas exorbitant non plus. Non, ça va. Si tu sais que tu as 3-4 dossiers par mois, tu rentabilises pas tout l'affaire. Je dirais que c'est l'équivalent d'un 500-600 € maximum par mois. Tu gères à peu près combien de dossiers par mois, toi? Est-ce que c'est très variable et du coup... C'est très aléatoire, ça dépend. Par exemple, l'été, on est plutôt en période creuse, donc j'ai quasiment pas de clients et pas du tout d'argent qui rentre. Et ensuite, j'ai des fois des périodes où c'est assez chargé, comme en ce moment, où du coup j'ai eu 5 clients d'une même société qui m'ont contacté pour un litige. Et donc ça m'amène un flux de dossiers assez conséquent en plus des autres clients que j'ai. Voilà. Comment tu fais pour gérer tout ça finalement? Par rapport aux dossiers que tu as déjà, il y en a d'autres qui arrivent, est-ce que tu délègues à des collègues? Alors non, je fais tout moi-même, mais après c'est vrai que ça demande une certaine organisation et rigueur où je fais pas les choses à la dernière minute, j'essaie de faire un planning et si je peux pas le faire cette semaine-là, c'est pas grave, je me dis j'ai encore la semaine d'après pour pouvoir le faire. Donc ce qui fait que si j'ai un imprévu, c'est pas dramatique, je suis pas sur ma deadline où il faut à tout prix le faire et je me trouve du coup embêtée. Ça passe par quoi l'organisation du coup? Anticiper des tâches? Oui, il faut beaucoup anticiper les tâches et je dirais le maximum essayer d'automatiser. Donc voilà, en ce moment d'ailleurs je me forme sur tout ce qui est intelligence artificielle pour pouvoir donc automatiser tout ce qui est réponse client, mail, recherche juridique, etc. C'est vrai que c'est un gain de temps considérable ça. Pour moi à l'heure actuelle c'est la solution qui est la plus rentable par rapport au fait de recruter quelqu'un.
Pourquoi tu n'as pas encore recruté jusqu'à maintenant? Déjà par rapport aux charges sociales que cela demande, je ne peux pas me permettre à l'heure actuelle du coup de recruter quelqu'un. Et ensuite également parce que j'avoue que voilà, j'aime bien travailler toute seule, j'aime bien faire tout moi-même. Donc pour l'instant je ne ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un à côté. Et c'est vrai que cette solution de l'intelligence artificielle me permet d'avoir un petit assistant virtuel qui me permet du coup de pallier au fait que je ne recrute pas avec quelqu'un à l'heure actuelle. Est-ce que tu envisages de créer d'autres modules, de prendre en charge de nouveaux dossiers? Alors, bon, je suis pour l'instant step by step, on va dire. Ouais. Donc, j'ai d'autres projets, mais je dirais à long terme. Mais pour l'instant, c'est vraiment dans l'idée de faire progresser et prospérer mon dîner. Et ensuite, pourquoi pas éventuellement plus tard, d'avoir des projets à plus long terme avec des cabinets où peut-être je travaillerai avec du monde, je serai sur d'autres projets. En tout cas, je ne fixe pas de limites sur ce que je pourrais faire plus tard. Bien sûr, il ne faut pas. Et actuellement, comment tu te sens? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu es épanouie dans ton activité? Ah oui, je suis beaucoup plus épanouie en tout cas que quand j'ai commencé l'activité en tant que collaboratrice. Effectivement, oui, j'aime mon métier. Quand je vais travailler, je n'ai pas la boule au ventre, je suis pas énervée d'aller au travail, ou angoissée. C'est vrai que c'est super important. Exactement, j'aime ce que je fais et je pense que ça se ressent après aussi avec ma relation avec les clients, dans mon travail, etc. C'est vrai que ça n'a pas de prix. Exactement. Peu importe ce dans quoi du travail. Voilà, il faut être là où on a envie d'être sans se fixer de limites, en se disant oui mais si je fais ça, parce que c'est vrai que bon, c'est pas dans les codes de se monter tout de suite à son compte, c'est vrai que c'est pas le schéma classique qu'on nous apprend et qu'on nous dit à l'école, mais voilà, si j'avais un message à faire passer, c'est que si là où vous êtes en fait vous ne vous sentez pas totalement épanoui, pas bien, que c'est pas votre objectif, il faut partir. Il faut partir et essayer, et je pense que ça n'a jamais tué quelqu'un d'essayer de nouvelles choses, d'aller dans... Bon, après ça implique de sortir de sa zone de confort. Exactement, c'est ça. Et effectivement au début c'est assez flippant de se dire bon ben en fait là voilà je vous annonce que je vais monter mon propre cabinet, j'ai pas de business plan, je vais me former sur votre matière, mais bon, on y arrive. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans des études de droit, potentiellement devenir avocat? Qu'est-ce qu'il pourrait faire et mettre en place pour s'assurer que les études seraient, d'optimiser ses chances finalement d'obtenir le concours? C'est ça que je veux. Alors je lui conseillerais de faire pas mal de stages en cabinet d'avocat. Donc c'est assez formateur quand même, c'est tout ce qui est pratique, parce qu'on doit faire des cas pratiques dans plusieurs matières. Et même pour la note de synthèse, avoir le côté synthèse, on doit faire des recherches, synthétiser, rédiger, que ce soit assez synthétique. Et ensuite, je lui conseillerais de faire une prépa, même pour préparer le concours. C'est ce que tu as fait toi? Oui, moi c'est ce que j'ai fait, une prépa. Après il y en a plusieurs, moi j'avais fait une prépa à distance, c'était objectif barreau. Ça s'est bien passé, mais après il y en a plein, mais en tout cas trouver celle qui convient à la personne. Ensuite, ça demande pas mal de travail, mais je pense qu'il faut aussi s'accorder des pauses pour faire respirer le cerveau et pas travailler de 9h jusqu'à minuit non-stop. Donc voilà, essayer de faire du bachotage, essayer de relativiser, parce que dans tous les cas, on ne peut pas tout savoir, et je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur la méthode, c'est-à-dire comment chercher dans le code, comment la manière d'écrire le cas pratique. Donc je pense que plus on fait des cas pratiques, plus on fait de notes de synthèse, plus finalement on a plus de chances de réussir. C'est un petit peu comme quand on a les grands sportifs qui font les JO, au final sur le 100 mètres brasse, ils ont fait le 100 mètres peut-être 1000 fois avant de le passer le jour J. Exactement, je dirais que voilà, quand on passe cet examen, c'est un peu le même état d'esprit, il faut s'être entraîné
pas mal de fois avant, à part d'être un génie et de le passer sans entraînement et de l'avoir. Moi personnellement, j'ai dû m'entraîner plusieurs fois pour l'obtenir. Du deuxième cycle. Ok, d'accord. Le premier coup, je l'ai raté à pas beaucoup et donc ensuite j'ai pris une année pour faire exclusivement la prépa et j'ai travaillé au tribunal et également à l'URSSAF en tant que rédactrice juridique. Donc ça m'a apporté un peu plus d'expérience au final et je pense que ça a été bénéfique quand j'ai passé l'examen, je pense que j'étais plus à l'aise. Bon, alors qu'aujourd'hui, au final, tu l'as et tout se passe bien, donc c'est top. Tu me disais que tu recommanderais de faire pas mal de stages en cabinet. Quand tu dis pas mal de stages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre limité? Non, il n'y a pas de nombre limité. Faire des stages d'un mois, des stages d'observation dans plusieurs matières. Enfin, voilà, si la personne passe l'épreuve en droit pénal, de faire un stage avec un pénaliste. Je pense que voilà, quand on fait la pratique, on apprend beaucoup plus rapidement que quand on passe 3 heures à lire un livre. Bien sûr. Et on voit tout de suite ce qui nous attend au tournant, je dirais, lors de l'examen. C'est vrai ça. C'est beaucoup plus concret également. Au moins tu sais à quoi t'attendre. Effectivement, c'est quelque chose que je mettais en application aussi quand moi j'étais dans les études. Selon toi, quelles sont les compétences indispensables pour devenir un avocat, une avocate confirmée? Alors je dirais que tout d'abord il faut avoir une certaine rigueur. Parce que le métier demande beaucoup de rigueur, c'est un métier qui est quand même assez difficile. Et ensuite, il faut être quelqu'un de très organisé, je dirais. Il faut beaucoup anticiper les choses et pas se laisser attraper par faire des choses à la dernière minute. Il faut avoir aussi de l'empathie et de l'écoute envers les clients, de la patience. Parce qu'on attend beaucoup en salle d'audience, parce que quand je vais plaider, c'est les plus jeunes qui passent en dernier. Donc, étant donné que je fais partie des plus jeunes... les avocats qui passent en dernier? Oui, c'est les plus anciens qui passent les premiers, ou les avocats du barreau extérieur qui sont prioritaires. Et ensuite, les plus jeunes passent en dernier. Pourquoi ça? C'est une règle. Donc, du coup, c'est vrai que je patiente des fois pas mal quand je suis au tribunal à Montpellier. Il faut avoir de la patience. Combien de temps environ? C'est aléatoire. Mais par exemple, dernièrement, j'étais au conseil de prud'homme à Montpellier et j'étais convoquée à 8h30. Je suis passée à 11h30. Donc oui, c'est de belles heures. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu révises ton dossier? Est-ce que tu peux suivre les autres affaires? Alors on peut suivre les autres affaires, on peut relire son dossier. Des fois je regarde mes mails, si j'ai des clients qui m'appellent, je sors, je réponds à mes clients. Voilà, mais en tout cas je n'arrive pas quand je suis en audience à vraiment me poser et travailler. Ouais, je suppose que ça doit être un environnement particulier. Moi, en tant que citoyen, entre guillemets, lambda, je peux venir assister à une audience comme ça. Oui. Si je ne fais pas partie de la famille. Oui, les audiences sont publiques, donc il n'y a pas de difficulté. Tu te présentes à l'accueil. Il faut passer un stage de sécurité un petit peu comme dans les aéroports. Et ensuite, tu vas dans la salle d'audience, tu t'assois et tu écoutes. C'est marrant ça. Je me demandais également, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as pu faire au cours de ta carrière et que tu recommanderais à de futurs avocats ou à d'autres avocats d'éviter? Des erreurs à éviter, je dirais qu'il faut s'écouter soi-même. Pour moi, c'est le plus important. Et il ne faut pas être brisé en fait par ce qu'on va nous dire en nous disant le schéma classique, il faut faire ça, comme ça, etc. Au final, je pense que la règle principale, c'est vraiment de s'écouter soi-même et ensuite il n'y a pas de raison qu'il y ait des difficultés. Mais sinon, je n'ai pas eu d'erreur particulière en tout cas à relever. Je dirais ensuite qu'il faut savoir bien s'informer, vérifier ses informations, ne pas hésiter quand on se lance à des fois contacter les différents organismes pour être sûr que on coche dans la bonne case, on remplit dans le bon document, etc. Ça, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Si on s'intéresse maintenant à toi d'un point de vue un peu plus personnel, comment tu te verrais dans quelques années, dans 5 ans, admettons? Est-ce que tu as des jeux visuels? Alors, j'ai pas principalement
particulière. Après, je me vois toujours à la tête de mon cabinet. Peut-être qu'il aura prospéré, peut-être que j'aurai des activités connexes, par exemple de formation en ligne pour les jeunes avocats, pour les étudiants. C'est une idée que tu t'es déjà posée? Oui, je me suis déjà posé cette idée. Je l'ai pourquoi pas en projet. En tout cas, bon, j'en suis pas à ce stade-là encore. Je me dis ensuite pourquoi pas par moment travailler à distance pour pouvoir voyager, c'est possible, éventuellement peut-être recruter quelqu'un que sur cette période-là. C'est vrai que pour ça, le métier d'avocat, on en fait entre guillemets, c'est propre à chacun. On n'a pas du tout la même manière d'exercer, suivant les matières qu'on fait, suivant sa personnalité. C'est très indépendant et très libre du coup. C'est vrai. Du coup, si je comprends bien, l'idée c'est de créer une certaine liberté au fur et à mesure du temps, quoi. Quand tu me parles de gérer à distance et voyager, finalement, c'est ça? Pouvoir, toi, explorer le monde en sachant que ton activité continue à tourner. Oui, après, bon, ponctuellement, je ne veux pas passer ma vie non plus toute mon année à voyager, mais effectivement, oui, m'accorder peut-être 2 mois où je vais me dire sur cette période-là, je peux gérer un cabinet à distance, en ayant quelqu'un qui peut pallier. En tant qu'indépendante, comment tu t'organises pour prendre tes vacances? Alors les vacances c'est très compliqué. Honnêtement c'est très compliqué de déconnecter, même si des fois je me prévois de me dire allez cette semaine je ne vais pas travailler. Au final la plupart du temps je me retrouve à travailler. C'est un métier où c'est difficile de déconnecter parce que quand on nous contacte, qu'il y a une urgence, etc. Mais j'ai du mal à dire je suis en vacances, débrouillez-vous. Voilà. Mais après, quand même, comme l'été est une période creuse, parce qu'il y a les vacances judiciaires, donc on gère juste les situations urgentes, type comparution immédiate, garde à vue, etc. Du coup, ça permet quand même de pouvoir se dégager du temps libre et de pouvoir partir en vacances sur cette période-là. Et du coup, c'est quoi ça, les vacances judiciaires? Judiciaire, c'est à peu près, je dirais, du 15 juillet jusqu'à la rentrée environ, où en fait toutes les audiences classiques ne sont pas assurées au tribunal. Okay. Parce que également les magistrats ont besoin de vacances. Bien sûr, aussi. Et donc du coup on ne gère vraiment que la partie urgente. Donc ça peut être tout ce qui est référé. C'est quoi ça un référé? Référé, c'est par exemple si ton employeur ne te paie pas tes salaires, tu peux faire une action en référé au conseil de prud'homme, ce qui fait que c'est une procédure urgente où tu vas être convoqué dans un délai qui est plus bref qu'une procédure classique. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on considère comme classique et pas classique du coup? Alors je dirais que par opposition aux procédures classiques, les procédures urgentes, voilà, c'est tout ce qui est référé. Comparution immédiate, c'est-à-dire ça c'est au pénal quand on passe de suite après avoir fait une infraction pour être jugé. Et tout ce qui est garde à vue ou permanence pénale, quand je suis commis d'office pour les étrangers, c'est pareil, je vais au centre, je vais au tribunal du coup pour plaider, eux ils sont au centre de rétention, et idem c'est une procédure en fait urgente où il faut statuer dans un délai qui est inscrit en fait dans le code, le CESEDA. Et donc, procédure urgente, donc il faut quelqu'un qui soit de permanence pour pouvoir traiter ces dossiers-là. Sinon, le reste, c'est des procédures qui ne sont pas considérées comme urgentes et qui peuvent donc être appelées plus tard. Soit appelées par exemple en septembre ou bien plus tard au mois de décembre. Il n'y a pas de difficulté. Admettons que moi je devienne avocat, combien je peux espérer gagner par mois en devenant avocat? Alors, c'est très aléatoire parce que déjà ça dépend du domaine dans lequel tu vas exercer. Donc par exemple, les avocats, je dirais en droit des affaires, fiscalistes, gagneront plus qu'un avocat pénaliste s'ils ont la même notoriété, parce que les avocats avec une grande notoriété en droit pénal gagnent bien leur vie également. Et ensuite aussi ça dépend de la région dans laquelle on exerce. Selon la région, tu gagnes plus ou moins? Oui, par exemple, si on est en région parisienne, un petit peu comme quand on est salarié, effectivement, c'est qu'on gagne, notre chiffre d'affaires est plus élevé.
Et si on est dans les petites provinces comme Béziers, Avignon, etc., forcément on va gagner moins que si on a un avocat parisien. Mais là encore, je dirais que c'est très aléatoire parce que ça va dépendre en fait de comment quel type de clientèle on va se constituer, dans quel domaine on intervient, de quelle manière on a la fréquence aussi des nouveaux dossiers, comment on se constitue une notoriété. Donc ça peut être très aléatoire, vraiment ça dépend de chacun. Énormément de choses, quoi. Oui, il y a énormément de facteurs qui va définir exactement combien on gagne. Et on a une tranche ou pas? Tu peux nous donner une tranche? Alors je dirais que si on est avocat à Montpellier, c'est environ 1 000 € par mois, sachant qu'il faut enlever ses charges. Et ensuite si on est avocat, je dirais à Paris, c'est le double, c'est environ 4 000 € par mois. Ok, pareil, le chiffre d'affaires du coup. Oui. Sur les charges. Oui, Après, oui, les gens idéalisent ça comme si en sortie d'études tu touches 5 000, 10 000. Ah non, en réalité des faits, c'est pas ça. Non. Quand on est jeune avocat, quand même, on a quand même du mal à démarrer, c'est quand même assez difficile. Voilà, c'est vrai qu'il est difficile de bien gagner sa vie quand on démarre, mais encore une fois, il ne faut pas non plus généraliser, c'est pas impossible de gagner sa vie correctement quand on démarre la profession d'avocat. Comment tu fais pour fixer le prix des dossiers que tu vas prendre en charge? Comment tu fais les devis à tes clients? Tu te bases sur quoi? La complexité du dossier? Alors je me base sur Leurs plusieurs antécédents? facteurs. Ok. Je me base sur par exemple déjà la complexité du dossier, le domaine dans lequel on va me solliciter, le temps que je vais passer également donc, sur ce dossier-là. Ensuite, je regarde aussi la situation financière de mon client. Et puis ensuite aussi, je me base sur la moyenne du marché. C'est-à-dire que voilà, si telle affaire, c'est environ 2 000 €, bon, moi à côté, je ne vais pas proposer 1 000 €. Je m'aligne quand même sur le prix de mes confrères. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne pour fixer mes prix, parce que c'est vrai qu'au début quand on démarre on ne sait pas forcément comment fixer ses honoraires, et donc la solution pour moi ça a été de regarder un petit peu ce qui se faisait à côté et de me dire bon environ le prix c'est tant, du coup moi voilà je fais une moyenne et ça sera à peu près ça mon prix. Bon, là, on va arriver sur la fin. Je me demandais, est-ce que tu aurais un mot, une citation, un conseil à partager avec nous? Alors, je dirais qu'il faut ne pas du tout hésiter à se lancer. Voilà, il faut être épanoui dans ce qu'on fait, il faut apprécier, voilà, oser, tout simplement. Un peu comme tu l'as fait, quoi, finalement. Oui, exactement. Mis à part ça, où ça qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, donc mon compte c'est anaïs.cay, et également sur mon site internet kebis.avocat. Ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Anaïs. Tu nous as apporté pas mal d'informations par rapport à ton métier. Merci Très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux. Elle fait des petites vidéos assez sympathiques. Vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!